Comment pouvons-nous revenir à un monde où la confiance devient une valeur importante pour chacun d'entre nous? Comment utilisez-vous Hedera comme couche de confiance intelligence artificielle? Éric Piccini, président directeur général de Hashgraph, un réseau public majeur pour les applications décentralisées. Comment créez-vous ce climat de confiance? C'est l'un des grands défis de la blockchain et de la crypto. Nous confions cette intelligence artificielle à une seule entreprise. En réalité, nous ne savons pas comment ces entreprises fonctionnent et elles pourraient disparaître du jour au lendemain. Je veux m'assurer que, quoi que je fasse avec cette intelligence artificielle, je pourrai continuer à l'utiliser à l'avenir, même si l'entreprise qui exploite ce modèle n'est plus en activité. Alors, comment faire cela? Nous devons mettre en place une solution décentralisée pour que mon interaction avec l'intelligence artificielle reste accessible, peu importe ce qu'il advient de ces entreprises. Je pense que c'est l'opportunité que la blockchain, la technologie des registres distribués et la crypto ont la possibilité de saisir ensemble. Bonjour à tous. Mon équipe et moi avons créé des contenus et histoires qui informent, inspirent, responsabilisent et apportent une vraie valeur ajoutée. Prenez un moment pour vérifier votre abonnement si ce n'est pas fait. Soutenez notre travail et restez informés des nouveautés. Rejoignez-nous dans cette aventure d'apprentissage et de découverte. Abonnez-vous et restez informés de nos nouveautés. Bonjour et bienvenue sur le podcast YouTube de Dinis Guarda, propulsé par citiesabc.com, businessabc.net et wisdomia.ai. Nous continuons à présenter les leaders mondiaux, penseurs et acteurs du changement dans un monde bouleversé et inspiré par les technologies, l'intelligence artificielle et bien d'autres facteurs. Mais surtout, ce que nous célébrons et mettons en avant dans cette série, ce sont les acteurs, ceux qui agissent. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Éric Piccini, président-directeur général de Hashgraph, un réseau public leader pour les applications décentralisées. Hashgraph crée un monde décentralisé, sécurisé, fiable et durable via les technologies blockchain appelées Web3. Fondé sur l'algorithme Hashgraph du Dr. Lehman Baird, Hashgraph favorise le développement d'Hedera et propose des outils accélérant l'accès au marché pour les créateurs d'applications décentralisées. Hashgraph a annoncé un réseau privé autorisé basé sur Hedera HashSphere offrant sécurité, conformité et interopérabilité aux entreprises pour utiliser la technologie de registre distribué. Éric a précédemment dirigé ou géré chez International Business Machines, Watson Health, Emerging Business Networks, Deloitte et Citizens Reserve. Éric conseille également plusieurs entreprises comme Tinium Incorporated et Avenir Health. Il investit aussi dans Curve, racheté par PayPal, et SUKU. Il est membre actif du Forbes Technology Council, où il partage son expertise sur la blockchain et les technologies émergentes. Il a été mentionné dans le Wall Street Journal, Forbes et Bloomberg. Éric est titulaire d'un master en économie de l'Université Cergy-sur-Ger Paris, ainsi que d'un master en informatique et automatisation de l'Université Pierre et Marie Curie. Éric Piccini, vous êtes l'une des plus grandes personnalités du monde de la blockchain, notamment en dirigeant l'une des plus grandes plateformes, la blockchain, ainsi qu'un algorithme de consensus distribué innovant qui se distingue de beaucoup d'autres blockchains, mais qui a apporté beaucoup d'innovation dans tout l'univers des monnaies numériques et des registres distribués numériques. Alors, avant de commencer avec tous ces sujets différents, ma première question est la suivante. En ce qui concerne votre parcours personnel, si vous regardez l'étape où vous en êtes dans votre carrière et que vous remontez, je ne sais pas, quelques décennies en arrière, quelle serait la différence que vous avez constatée et que probablement, il y a quelques décennies, vous n'auriez pas pu imaginer? Où vous Être. Oh, c'est une question intéressante. Eh bien, d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment ravi de partager ici quelques-unes des nouveautés concernant Hedera et Hashgraph. Eh bien, vous savez, c'est intéressant, il y a environ 20 ans, c'est à ce moment-là que j'ai quitté la France pour les États-Unis. Et c'était une étape très différente de ma vie, un stade de développement très différent. Mais nous étions en plein milieu d'adoption d'Internet, n'est-ce pas? Donc, nous avions un modèle d'innovation que je pense que nous pouvons en partie reproduire avec les actifs numériques 20 ans plus tard, sur ce qui s'est passé à l'époque et que nous pouvons reproduire maintenant.
Ce serait un point intéressant. C'est ce que vous demandez? Je vais partir un peu plus tôt, si possible. Donc, j'aimerais voir, comme vous l'avez dit, Paul, de la France aux États-Unis, puisque vous avez été investisseur, vous avez travaillé dans la direction exécutive chez International Business Machines. Je voudrais revenir 2 ou 3 décennies en arrière, si vous imaginez votre situation actuelle. Je pense que pour notre public, bonjour au monde entier. Donc, je veux dire, peut-être que je vais vous donner un contexte d'il y a même plus de 3 décennies, n'est-ce pas? Je suis né en France et j'ai fait une école d'ingénieur, donc mon parcours est technologique. La technologie m'a toujours attiré. Et puis, j'ai été diplômé de l'école d'ingénieur et j'ai décidé de faire une année supplémentaire à l'université pour apprendre l'économie. Et c'est important parce que j'ai toujours voulu comprendre les deux aspects du monde, la partie technologique et le côté business. Et 10 ans plus tard, j'étais maintenant aux États-Unis. J'avais déménagé avec ma famille, de très jeunes enfants, et je travaillais pour une grande entreprise pharmaceutique dans le domaine de l'informatique. Et ensuite, j'ai rejoint Deloitte pour travailler sur les fusions et acquisitions, l'innovation, les paiements, FinTech, beaucoup de choses qui étaient déjà passionnantes, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, personne n'aurait dit qu'une autre grande révolution allait arriver dans le domaine de la technologie, n'est-ce pas? Nous avons traversé l'ère d'Internet et étions sur le point d'entamer l'évolution du cloud, qui semblait alors tout représenter. Nous parlions du cloud avec nos clients, nous parlions du cloud avec tout ce que nous faisions. Et bien sûr, le mobile est arrivé en même temps, n'est-ce pas? 2007, le lancement de l'iPhone. Tout cela s'est produit. Et je ne sais pas, 2012. 2012, c'est quand je suis tombé sur le livre blanc de Satoshi. Et je tombe sur ce document en tant qu'ingénieur et je me rends compte à quel point cette technologie pourrait avoir un impact différent. La technologie était très différente et la façon dont cette technologie peut impacter le monde des affaires. Donc maintenant, je suis chez Deloitte et j'examine cela du point de vue d'une entreprise du Fortune 2000, car ce sont les clients de Deloitte. Et je me dis, il faut qu'on fasse quelque chose à ce sujet parce qu'il va arriver un moment où ils vont avoir des questions sur la crypto, ils vont avoir des questions sur la technologie qui sous-tend la blockchain, ils vont avoir des questions sur l'impact commercial, l'impact technologique, l'impact de l'intégration, l'impact réglementaire. Nous avons commencé à travailler là-dessus et j'ai fait cela pendant des années chez Deloitte. Ça a été un parcours fantastique d'être aussitôt dans l'industrie et de l'observer depuis, pas d'un point de vue crypto, mais d'un point de vue Fortune 2000, une période très excitante. Et puis après cela, je suis parti vers une start-up rapide. C'était une période folle dans l'industrie. J'ai créé une start-up dans la chaîne d'approvisionnement. Puis je suis revenu dans une grande entreprise, International Business Machines. Et chez International Business Machines, je travaillais sur la création de plateformes d'innovation pour l'industrie des soins de santé et des sciences de la vie, y compris dans la blockchain, évidemment. Nous avons mené des projets très intéressants. Et puis, nous avons dû vendre cette division d'International Business Machines où je travaillais, appelée Watson Santé. Et nous avons dû vendre cette division à une société de capital investissement, ce qui a marqué la fin de mon aventure avec Watson Santé à ce moment-là. Et je suis allé chez Edera. Donc, pour revenir à votre question, quelque chose que je n'aurais pas anticipé il y a 20 ans, c'est le fait que nous allions connaître une innovation aussi majeure dans les années 2010 que personne ne s'y attendait. Oui, nous pourrons en discuter dans un instant. C'était vraiment inattendu. Oui, tu as une carrière fantastique et bon, comme tu l'as dit, une carrière dans certaines des plus grandes entreprises du monde. Et tu es allé dans le monde de l'entreprise traditionnelle et tu es ensuite venu pour la partie innovation des entreprises par opposition à des sociétés moins traditionnelles et plus décentralisées également. Donc, avant de continuer, je voudrais aussi parler de ta formation parce que tu as un master en économie, un master en informatique et un diplôme d'ingénieur. Donc, tu as une formation solide. Donc, à partir de la formation, et disons encore une fois que pendant les 3 dernières décennies que nous avons traversées, comme tu l'as mentionné, il y a eu énormément d'innovations
Et aussi, tu es français, mais tu travailles aux États-Unis, ce qui est également une façon différente de voir les affaires, de voir les solutions. Donc, un peu de ce contexte entre le choc des cultures entre l'Europe et les États-Unis, mais aussi les grandes entreprises face à l'innovation dans les startups et également dans les entreprises qui changent notre façon de voir la technologie. Oui, et beaucoup d'entre nous naviguent entre ces mondes, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous avez le même parcours, c'est-à-dire des citoyens du monde qui opèrent dans différentes dimensions, que ce soit la dimension géographique, la dimension humaine, les secteurs d'activité, différents titres, différents métiers, n'est-ce pas, au fil des années. Pour moi, c'est ça qui est passionnant, n'est-ce pas? C'est très excitant de vivre dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'il y a 20 ou 40 ans, il était très difficile de changer de trajectoire professionnelle autant qu'on peut le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut changer de trajectoire plusieurs fois. Donc c'est excitant. Encore une fois, mon parcours, je ne pense pas qu'il soit très unique, mais j'ai toujours voulu comprendre le monde. Et donc, l'ingénierie était une façon de le faire d'un point de vue technique, n'est-ce pas? C'était le génie mécanique et électrique. Mais j'ai réalisé très vite qu'il me manquait le côté commercial des choses. Et donc, vous savez, c'est la raison pour laquelle je suis retourné à l'école pour faire ce diplôme en économie. Mais je suis toujours sur ce chemin. Je pense que ce n'est pas un parcours qui s'arrête avec l'éducation formelle. Ce parcours d'apprentissage est quelque chose que vous devez continuer tout au long de votre vie, pas seulement dans votre vie professionnelle, mais dans toute votre vie. Les choses sont si passionnantes. Pour y participer, il faut les comprendre. Et pour les comprendre, vous devez être un étudiant chaque jour de votre vie. Donc, c'est passionnant. Et il y a eu une opportunité qui m'a été donnée de voyager et d'être exposé à différentes cultures, différents pays, différentes langues. Et c'est vraiment une opportunité. J'encourage tous, y compris mes enfants, à découvrir le monde et essayer de nouvelles choses. C'est comme ça qu'on grandit en tant qu'individu. Vous avez mentionné un choc culturel. Je ne sais pas si c'est vraiment un choc. Je pense que c'est certainement une différence culturelle entre la façon... La... C'est difficile de donner des stéréotypes ici, non? Parce qu'il y a une telle diversité entre les différents pays d'Europe et les différentes cultures en Europe ainsi qu'aux États-Unis. Donc, c'est facile de trop généraliser sur ce sujet, mais la seule chose que je dirais, c'est qu'il y a un appétit pour le risque aux États-Unis qui est bien plus élevé qu'en Europe. Et cet appétit pour le risque se traduit en fait par différents types de réglementations, différents types de structures d'incitation, différentes façons de considérer l'échec. Et il y a beaucoup de différences autour de cette notion de prise de risque entre l'Europe et les États-Unis. Donc c'est comme ça que je le vois, n'est-ce pas? Et je suis à Madrid cette semaine parce qu'il y a une grande conférence qui se tient à Madrid et on peut sentir que les choses sont en train de changer. Donc ce que je viens de dire plus tôt, c'est ce que je pense avoir vu quand je suis arrivé aux États-Unis il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, on sent que ce niveau d'énergie et cette prise de risque se répandent en fait dans le reste du monde. Le reste du monde devient plus courageux d'une certaine manière, prend plus de risques et pousse davantage, stimule l'innovation plus qu'avant. Et peut-être parce que c'était le bon moment, peut-être parce que la plupart des très grandes organisations dans le monde aujourd'hui sont, du moins dans la technologie, principalement américaines. Ah oui, c'est un très bon point. Et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire sur le fait que le risque se répand dans le monde entier parce que cette innovation est essentielle pour notre civilisation et la façon dont nous menons nos affaires, notre culture, nos interactions. Donc, tu es le président directeur général d'Ashgraph. Et pour les personnes qui nous écoutent, j'ai en fait interviewé Lehman Baird. C'était l'inventeur et le fondateur. Donc, le graphe d'Hedera est un registre public lancé en 2019 et en septembre 2024, son code source a été donné à la Fondation Linux en tant que projet open source appelé Hiero. De plus, Hashgraph est un protocole légèrement différent de la plupart des blockchains car il s'agit d'un algorithme de consensus distribué innovant
et d'une structure de données en graphe orientée à cyclique qui offre une méthode rapide, équitable et sécurisée pour les registres distribués. Ceci diffère un peu du modèle blockchain des autres blockchains. Donc, depuis le travail commencé en 2019 jusqu'à 2025, là où nous en sommes maintenant, il s'est passé beaucoup de choses. Et vous avez à la fois le protocole, mais il y a beaucoup de choses différentes que vous avez faites, notamment la création d'une entreprise mondiale qui possède l'un des plus grands tokens au monde, mais qui a aussi apporté beaucoup d'innovation, tant en termes de rapidité, d'équité que de sécurité. Donc, j'aimerais d'abord aborder votre rôle en tant que président-directeur général, ainsi que votre arrivée chez Hgraph, et parler un peu de la vision que vous aviez depuis le début jusqu'à aujourd'hui, et là où vous souhaitez emmener l'organisation. Merci. Beaucoup de questions et de points différents. Je pense que tout d'abord, le rôle de président-directeur général d'Azurgraph. Donc, Azurgraph est l'équipe derrière le réseau HEDA. Le réseau HEDA comprend trois composants majeurs. Le premier, c'est ce que nous appelons le Conseil ADERA, qui est l'ensemble des organisations, 31 aujourd'hui, bientôt 39, qui exploitent réellement les nœuds du réseau. Nous sommes un registre public, donc tout le monde peut voir ce qui s'y passe. Les informations sont publiques, mais les nœuds du réseau, les validateurs des transactions sont sélectionnés. C'est pourquoi nous nous appelons la blockchain publique à autorisation. C'est donc la première chose très importante que nous devons comprendre, parce que cela signifie que lorsque vous allez sur les marchés et que vous expliquez aux gens qui est impliqué dans Hedera, le conseil en est une partie clé. Et le conseil est constitué de très grandes organisations. Pensez à International Business Machines Google, Dell, LG des banques, des cabinets d'avocats et ainsi de suite. Et vous pouvez voir la liste sur notre site web. C'est un aspect essentiel de notre identité, non? Et la crédibilité de ces entreprises s'est traduite par la crédibilité d'Hedera en tant que plateforme de confiance. Donc le premier élément de l'écosystème Hedera, c'est l'annulation. La deuxième partie, c'est la fondation, qui est l'acteur d'activation de l'écosystème. La fondation est là pour dire, je vais permettre à d'autres organisations de commencer à construire sur Hedera en leur apportant un peu de soutien financier. Donc, il s'agit vraiment d'activer l'effet boule de neige. Nous parlons ici de l'infrastructure autour d'Hedera. Alors, comment créez-vous un pont? Comment vous intégrez-vous aux plateformes d'échange comme Coinbase, Gemini, Binance dans le monde? Tout cela fait partie du monde de la fondation et tout le reste, c'est Hgraph. Le reste concerne comment construire le produit, le réseau et le faire fonctionner. Comment faire pour que tous les ingénieurs collaborent et apportent cette valeur? Comment interopérons-nous avec Hairo, qui est la plateforme open source que nous avons lancée l'année dernière? Comment gérons-nous le marketing, la communication, la cybersécurité et les opérations réseau? Tout ce que je viens de mentionner, c'est Hgraph et les fondateurs, Lehman Baird que vous avez mentionné plus tôt et Mans Harman, tous deux sont chez Hgraph parce que c'est ici que se trouve le cœur du réseau, le cœur de la vision, le cœur de la solution. Et donc, je suis le président-directeur général de ceci, de Hgraph. J'ai commencé il y a 2 ans et demi. Et la dimension intéressante d'être le président-directeur général d'une équipe de technologie de registres distribués, c'est que l'équipe elle-même est aussi distribuée. Donc l'équipe est 100% à distance. Nous n'avons pas de bureau et nous fonctionnons d'une manière très différente des entreprises traditionnelles qui sont généralement dans un bureau. Donc, pour moi, c'est excitant parce que j'ai presque envie de dire que c'est comme de l'innovation quand il s'agit de diriger une entreprise. Être à 100% en télétravail est une forme d'innovation que nous sommes encore tous en train d'apprendre. Je peux approfondir d'autres éléments différenciateurs d'Hedera si tu veux. Je pense que ça en vaut la peine. Oui. C'est très important. J'aimerais surtout, je pense que tu viens de l'évoquer et j'interviewe bien sûr les fondateurs, mais j'aimerais voir comment les deux organisations fonctionnent.
Je pense que c'est très important parce qu'en ce moment, nous avons en quelque sorte un public qui s'intéresse beaucoup aux tokens et qui comprend les tokens. Et probablement certains d'entre eux font partie de mon public et d'autres sont plus axés sur la technologie. Je suis sans doute plus passionné par la technologie que par la spéculation, mais vous restez l'un des meilleurs tokens au monde. La manière dont vous collaborez entre les deux entités est très intéressante. Pourriez-vous en dire plus? Comme vous l'avez dit à Edera, donc vous travaillez avec de grandes organisations, ce qui est important à souligner. Comment pouvez-vous aborder ces deux points? Les parties. Oui, donc en fait, il s'agit vraiment de trois, pas de deux, n'est-ce pas? Cancer semble la grande organisation qui gère et construit le nouveau réseau. Le second, Hgraph, est une équipe de communication, marketing technologique et sécurité du réseau. Le troisième point, c'est la fondation qui active l'économie EdgeBar. Donc, la fondation serait davantage axée sur le fait de s'assurer que EdgeBar, en tant que jeton, soit utilisé par le plus grand nombre d'organisations possible et intégré dans autant de plateformes que possible. Les plateformes étant des ponts, des échanges et ainsi de suite. Elles permettent aussi certaines des choses intéressantes et amusantes que nous faisons tous dans la blockchain, comme les mêmes coins, les jetons non fongibles et toutes ces activités liées aux jetons, ce qui est vraiment important, n'est-ce pas? Il est vraiment important de maintenir le niveau d'énergie dans le cadre du projet. Et ensuite, ce que nous faisons chez Hgraph, c'est que nous soutenons en fait tout, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'une grande organisation vient nous voir en disant j'ai besoin de construire sur le réseau Hedera une solution de chaîne d'approvisionnement, ce qui est un secteur très traditionnel, alors nous soutenons cela. Nous aidons aussi l'équipe de la fondation quand elle nous sollicite, par exemple, pour intégrer une nouvelle équipe jeton non fongible à notre smart contract en leur apportant un soutien technique. Ou bien nous avons un nouveau portefeuille qui souhaite arriver sur le marché et ils veulent comprendre comment cela fonctionne. Nous soutenons cela. Donc je vois Hgraph comme à la fois la base du projet avec les financeurs et le cœur de la technologie, ainsi qu'un catalyseur technologique pour que Hedera et HBAR réussissent. C'est vraiment la mission d'Hgraph. Et je pense que ce que je peux aussi partager, c'est que l'industrie du Web3 a commencé d'une manière vraiment, vraiment unique, ce qui n'était jamais arrivé auparavant et dans l'histoire des affaires. Et nous avons commencé par créer la monnaie. Alors, considérez le Web3 comme la première industrie au monde qui, au lieu de travailler dur, de générer des revenus et de gagner de l'argent, a fait l'inverse. Nous avons d'abord créé la monnaie, puis dépensé cet argent, généré notre retour et des revenus, poursuivant ainsi le cycle. Nous avons donc cette opportunité unique de créer la première étape de l'entreprise. Créer notre propre monnaie, ici HBAR, non? Donc cela crée le premier ensemble de valeurs dans l'écosystème. Et ensuite, après cela, nous commençons à exécuter cette vision que Lehman Emmons avait. Et la valeur du HBAR augmente parce que c'est l'utilité du réseau. Nous sommes un réseau de preuve d'enjeu, donc vous devez miser pour sécuriser le réseau. Et après cela, l'activité continue. Donc nous sommes en train de non seulement dépenser cet argent, de dépenser ces HBAR que nous avons créés au début du projet, nous sommes également en train de créer de la véritable un produit axé sur l'entreprise au-dessus d'Edera. Ainsi, ces produits peuvent être utilisés par des organisations à grande échelle. Donc aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons des studios. Et ces studios sont un ensemble de logiciels, de ressources, de partenariats et de documentation que nous avons construits au-dessus d'Edera, au-dessus du réseau, pour activer un client ou un ensemble de clients. Par exemple, nous avons un studio d'organisation de tokens et le studio de tokenisation aide les gestionnaires d'actifs et les investisseurs à construire une plateforme technologique sans la complexité de devoir comprendre chaque détail du réseau Hadara. Considérez cela comme une couche d'abstraction, et cette couche d'abstraction vous aide, en tant que client d'Edera, à construire une solution pour votre propre bénéfice, n'est-ce pas? Tokenisation de fonds du marché monétaire, tokenisation de l'immobilier, par exemple. Et c'est l'évolution de l'industrie, pas seulement nous,
Mais l'évolution de l'industrie consiste maintenant à monter dans la pile, si vous voulez, depuis l'infrastructure et la couche de confiance qui est Hedera, vers des solutions au-dessus, des solutions logicielles dont vous pouvez profiter et bénéficier du réseau Hedera. Donc le réseau Hedera et hgraph ainsi que HBAR, vous êtes probablement l'un des, eh bien, pour le moment, des 20 premiers tokens au monde, 18e à l'heure où nous parlons aujourd'hui en date du 6 octobre 2025. Et l'une des choses qui vous rend particulièrement spéciaux, c'est que certaines des plus grandes organisations au monde prospèrent grâce à votre protocole. Nous avons donc des banques, des gouvernements et Google qui développent activement sur la technologie Azure Graph. Pouvez-vous en dire plus à ce sujet? Pour ceux qui nous écoutent, j'interviewe bien sûr votre fondateur, nous ajouterons les liens. Mais je veux surtout aborder les dernières choses que vous avez faites parce que pour les personnes qui nous écoutent, et je pense qu'il est important de le rappeler, la plupart des gens associent le terme blockchain à Bitcoin et Ethereum. Mais en même temps, même la blockchain traditionnelle ne s'applique pas complètement à un DRH graph. Vous êtes en fait un système distinct. Donc, j'aimerais aborder ce sujet et surtout toutes les institutions que vous avez. Quelques points. Donc, d'abord du côté technologique, n'est-ce pas? Donc, Hedera est différente, comme vous l'avez mentionné, parce que techniquement, nous ne sommes pas une blockchain. Nous ne sommes pas une chaîne de blocs. Et je suis sûr que vous pouvez trouver beaucoup d'informations. Et si vous retournez à l'interview de Lehman Baird sur ce podcast, vous pouvez comprendre pourquoi la technologie est différente. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que cela signifie. Ce que cela signifie, c'est que nous sommes la blockchain la plus sécurisée au monde. Encore une fois, ça vous pouvez l'examiner techniquement. Nous sommes tolérants aux fautes byzantines asynchrones, c'est-à-dire tolérants aux fautes byzantines asynchrones. C'est encore du jargon technique pour des choses apprenables en ligne. Mais encore une fois, la traduction d'un point de vue commercial, c'est que nous garantissons un ordre équitable des transactions. Un ordre équitable des transactions signifie que si vous et moi décidons d'envoyer une transaction pour validation au réseau, le réseau va garantir que celui qui envoie la demande en premier sera confirmé en premier, n'est-ce pas? C'est cela, un ordre équitable, ce qui est crucial dans pratiquement tous les contextes. Mais l'ordre équitable est très important dans le contexte de l'entraînement, par exemple. Vous ne voulez pas que quelqu'un vous devance parce qu'il voit que vous êtes sur le point de vendre des actions. Et parce que je sais que je peux passer devant vous et vendre ou acheter des actions avant vous à un prix qui sera différent de celui auquel je les achèterai après vous. Donc le front running est un problème important sur les marchés, un enjeu majeur dans le trading, et nous empêchons cela de se produire en ayant un ordre équitable. Encore une fois, la technologie est très intéressante et bonne. La traduction est encore meilleure parce que cela signifie que vous pouvez vraiment construire une entreprise sur Hedera. Le deuxième élément qui est très important pour vous, le deuxième élément, c'est que lorsque vous payez des frais de transaction au réseau Hedera, vous payez avec vos edge bars, comme sur toutes les autres blockchains du monde. Vous payez avec la crypto, mais le prix que vous payez pour les frais de transaction est toujours en dollars, jamais en crypto, et toujours très très bas. Donc des frais de transaction sur le réseau Hedera pour une transaction de consensus, c'est 1/100 de centime. C'est extrêmement bas, n'est-ce pas? C'est extrêmement bas. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que, quelle que soit la valeur du HBAR sur Coinbase ou ailleurs, vous paierez toujours 1/100 de centime pour cette transaction. Et nous sommes très uniques dans ce contexte, n'est-ce pas? Très peu de blockchains font cela. C'est extrêmement important dans le contexte des affaires. Parce que si vous lancez une entreprise et que vous voulez fonctionner sur Hedera, si vous ne savez pas à l'avance combien vous allez devoir payer en frais de transaction, alors vous ne pouvez pas construire une entreprise, n'est-ce pas? Vous ignorez si vous paierez 10 dollars, 1 centime ou 20 dollars demain pour la même transaction. Il n'y a aucun moyen de construire une entreprise si vous fonctionnez comme ça. Donc, nous garantissons que vous paierez toujours un prix fixe pour une transaction. À tout moment dans le futur en dollars américains, ce qui est très important.
Et le troisième élément différenciateur, n'est-ce pas? Le premier concernait la technologie, l'ordre équitable, une grande sécurité, etc. Le deuxième, c'était le prix fixe de la transaction. Le troisième point est l'annulation pour les 31 organisations mentionnées, responsables de la construction et de l'exploitation du réseau. Donc, leur engagement à construire et à exploiter le réseau est d'abord très louable, mais aussi très important, car c'est ainsi que l'on génère une véritable dynamique pour un projet. Ces organisations construisent actuellement, voici quelques exemples. Nous avons donc deux banques, Standard Bank et Shin Hen Bank, d'Afrique du Sud et de Corée, et elles travaillent ensemble avec une plateforme pour échanger, pour effectuer des paiements transfrontaliers entre elles. Donc, ils utilisent notre technologie pour échanger des devises entre la Corée du Sud et l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud. Et ils utilisent cette technologie pour effectuer cet échange en temps réel avec très peu de friction et des frais de transaction très très bas. Donc, c'est un exemple de nos member councils qui construisent sur le réseau. Et les paiements transfrontaliers ont toujours été l'un des cas d'utilisation essentielle de la blockchain, n'est-ce pas? Depuis le tout début du Bitcoin, nous avons tous dit que les paiements transfrontaliers allaient être l'un des cas d'utilisation les plus intéressants. Et bien sûr, nous le faisons. Nous le faisons sur Hedera. C'est très impressionnant et je pense que pour les personnes qui nous écoutent, je sais qu'il y a toujours des questions, il y a des gens qui découvrent encore. Je pense qu'il y a certes les grandes organisations et des experts comme nous qui débattent de ces sujets, mais aussi beaucoup de confusion sur les jetons. Cela arrive souvent dans les banques. Par exemple, j'ai récemment présenté devant un des plus grands fonds mondiaux de plusieurs milliards de dollars et ils ignoraient ce qu'était la blockchain. Et c'est justement un point où la réalité est différente de ce que vous faites. Mais je pense qu'en revenant à ce que vous faites, je voudrais aborder ce que vous venez de mentionner parce que je trouve cela assez impressionnant. Donc, à l'heure actuelle, pendant que nous parlons, Hedera est gouverné par un conseil composé de jusqu'à 49 organisations mondiales et non par des validateurs anonymes. Enfin, c'est une différence majeure entre vous et, je pense, toutes les principales blockchains, surtout le top 20. Et aussi, vous avez beaucoup progressé dans des secteurs clés. Vous avez mentionné la banque, mais vous avez aussi, par exemple, l'une des choses que je trouve assez remarquable, c'est le laboratoire UQTI déployé par la plateforme VerifoCompute sur les puces NVIDIA à Blackwell, atteignant une amélioration des performances de 400 000 fois avec Canact, Royaume-Uni et Accenture. Je souhaite d'abord évoquer ces 49 organisations et votre mode de fonctionnement, car cela vous différencie nettement des autres blockchains. Et ensuite, certains de ces projets, nous avons mentionné la banque à l'instant. J'apporte une technologie clé avec NVIDIA et Accenture, deux leaders mondiaux. Ouais, pour le 39, on a déjà évoqué l'annulation, non? Donc l'annulation, c'est alors le facteur de différenciation essentiel pour nous, montrant que les grandes organisations comme Google et International Business Machine dans le monde construisent sur le réseau Hedera. Mais c'est aussi très intéressant parce qu'ils apportent leur propre écosystème avec eux, n'est-ce pas? Donc, toutes ces grandes organisations ont des relations avec des milliers d'autres organisations et elles doivent construire leur propre système et leur propre plateforme de transaction avec ces personnes. Donc, ils apportent aussi leur écosystème à Hedera, ce qui crée en quelque sorte un effet de réseau pour nous, car maintenant, nous pouvons atteindre un grand nombre d'organisations via le canal lui-même. Donc cette valeur est énorme. La valeur du canal est énorme. Et nous n'acceptons que les principales entreprises rejoignant le canal des acteurs très investis dans le développement et la création de solutions blockchain sur Hedera. Donc c'est un élément vraiment important de notre proposition de valeur. Ce que nous faisons avec Equity Lab est formidable. Donc maintenant, nous entrons dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, Equity Lab est une organisation de l'université Stanford en Californie et ils ont développé une solution avec nous pour créer une couche de confiance pour l'intelligence artificielle. Laissez-moi vous expliquer cela. Donc, la couche de confiance de l'intelligence artificielle, c'est lorsque aujourd'hui vous utilisez un modèle d'intelligence artificielle, un large language model. Lorsque vous avez ce large language model en mode apprentissage, lorsque vous l'utilisez, lorsque vous le sollicitez, lorsque vous utilisez un bouton de chat au-dessus, ChatGPT,
lorsque vous utilisez une intelligence artificielle agent. Toutes ces activités, nous pensons qu'elles doivent être ancrées dans une couche de confiance, ancrées dans une blockchain, dans notre contexte sur Hedera. Et la raison pour laquelle nous devons faire cela, c'est parce que nous devons comprendre comment ces activités de la chaîne d'approvisionnement de l'intelligence artificielle fonctionnent. Nous devons comprendre comment elles consomment, apprennent et ainsi de suite. Et nous devons aussi être capables de remonter dans le temps et de dire cette intelligence artificielle a généré cette réponse avec cet ensemble de données et vous pouvez reproduire cet événement. Pour l'auditabilité, la conformité et bien d'autres raisons. Et ce que nous avons fait avec Equitelab, c'est que nous avons dit, eh bien, vous savez, construisez la technologie et intégrez cette technologie dans les puces. Donc, lorsque l'ordinateur fonctionne pour un besoin d'intelligence artificielle, que ce besoin soit, encore une fois, un agent ou un grand modèle qui tourne sur cet ordinateur, automatiquement, la puce elle-même va ancrer l'activité sur la blockchain Hadara. Donc maintenant, vous avez un haut niveau d'intégrité non seulement du modèle d'intelligence artificielle, mais aussi de la connexion entre le modèle et Hedera, ce qui vous donne désormais la garantie que ce modèle fait ce qu'il est censé faire. Et si ce n'est pas le cas, vous avez un moyen de remonter dans le temps et d'auditer cette activité, parce que nous n'avons aucune trahison de la chaîne d'approvisionnement de l'intelligence artificielle, et c'est vraiment, vraiment unique, très différencié. Nous sommes vraiment enthousiastes à propos des opportunités. Nous nous associons à Accenture pour commercialiser cette innovation dans différents secteurs en Europe et aux États-Unis. Et nous sommes au début de ce parcours, donc nous n'avons pas encore beaucoup de belles histoires à raconter, mais la technologie en elle-même est tout simplement incroyable que nous avons développée avec Equitelab. Oh, nous avons déjà pas mal de noms impressionnants qui sont associés à vous. Donc, je voudrais aborder, avant de poser des questions sur votre leadership, vous avez évoqué des cas d'utilisation réelle de Adair Azure Graph, notamment la banque, l'intelligence artificielle et le cloud. La tokenisation d'actifs permet la propriété fractionnée de l'immobilier, des matières premières, de l'art et des actifs numériques. Vous avez la chaîne d'approvisionnement. Nous avons des identités décentralisées. Vous avez les micropaiements, l'environnement, social et gouvernance, le carbone et les jetons non fongibles dont vous bénéficiez grâce à l'efficacité énergétique. Et aussi, vous avez beaucoup d'études de cas, surtout en ce moment. J'ai vu qu'au total, en termes de tendance qui se dessine, l'ASGRaph, la croissance des stablecoins sur le Edge Data Network, qui en ce moment devient une croissance assez intéressante partout dans le monde, mais surtout sur le réseau. Pouvez-vous détailler quelques études de cas que vous voulez mettre en avant? Oui, je veux dire, la tokenisation est vraiment un élément d'innovation très, très important qui va impacter à peu près tout ce que nous faisons, n'est-ce pas? Que nous fassions des paiements, que nous achetions ou vendions quelque chose, cela sera impacté par la tokenisation. La tokenisation est importante parce que, eh bien, d'abord, ce n'est pas un concept nouveau, n'est-ce pas? Nous avons tokenisé des choses depuis longtemps. La raison pour laquelle c'est intéressant aujourd'hui, c'est parce que maintenant, nous pouvons réellement tokeniser des actifs à très faible coût et rendre ces actifs visibles partout dans le monde en temps réel. Voici un exemple. Nous tokenisons des actifs réels. Nous avons un domaine avec une entreprise appelée RETS, d'accord? Donc, ce que nous faisons avec eux, c'est que nous tokenisons l'actif immobilier. Cela peut être un ensemble de bâtiments, une station balnéaire ou un hôtel. Nous tokenisons cela, mais pas par amour de l'innovation. C'est parce qu'une fois que l'actif est tokenisé, vous pouvez maintenant dire je vais offrir aux investisseurs la possibilité d'investir dans cet actif avec un seuil d'entrée très bas de $100 à $100. Et je peux faire cela partout dans le monde. Et en faisant cela, je peux lever des fonds supplémentaires, n'est-ce pas? Ou je peux diversifier mon propre portefeuille. Et au lieu d'avoir tout mon argent immobilisé dans un projet immobilier, je peux rediriger une partie de cet argent vers un autre projet pour en lancer un nouveau. Pour cela, je dois vendre une partie de cet actif à des investisseurs. Et aujourd'hui, quand vous faites cela, cela prend 18 mois, c'est coûteux. Avec la tokenisation, vous pouvez tokeniser votre actif sur la blockchain sur Hedera et offrir cet actif à des investisseurs du monde entier, tant que vous respectez la conformité réglementaire, ce qui est très important.
Et ensuite, vous pouvez libérer une partie de votre capital, transformer du capital historiquement illiquide en capital liquide. Alors, c'est un point très intéressant parce que vous pouvez faire cela pour l'immobilier, vous pouvez faire cela pour les actions, les obligations et tout type d'instruments financiers. Vous pouvez faire cela pour le vin, l'art, les voitures et tout type d'actifs auxquels vous pouvez penser. Il ne s'agit pas seulement d'accès, mais aussi de disponibilité. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc maintenant, tout actif que vous tokenisez peut techniquement être exposé et échangé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contrairement à une fenêtre de temps très limitée dans le passé. Et cela change aussi le profil de liquidité de ces actifs, cela change la vélocité de ces actifs et peut-être pas leur valeur. La valeur ne change pas vraiment en tokenisant l'actif, mais l'accès, oui. Donc maintenant, les gens peuvent acheter de l'immobilier depuis l'étranger si vous êtes aux États-Unis pour une fraction du prix qu'ils doivent normalement investir et échanger cet actif eux-mêmes dès le lendemain, au milieu de la nuit. C'est un peu ce que fait la tokenisation. D'ailleurs, nous le faisons déjà aujourd'hui, n'est-ce pas? Comme dites, nous faisons cela pour l'immobilier. Nous faisons cela pour les fonds du marché monétaire avec Fidelity International et BlackRock. Donc nous avons de vrais projets en cours aujourd'hui sur Hedera qui montrent les avantages de la tokenisation. Et nous avons évidemment beaucoup de traction pour faire plus dans les services financiers la plupart du temps. Oui, c'est très impressionnant. Et félicitations tout d'abord parce que c'est très facile d'en parler. Mais je pense que la quantité de travail et la crédibilité que tu as apporté à l'industrie de la blockchain sont immenses et continuent de croître, comme on le voit d'abord avec les entreprises que nous utilisons et qui travaillent avec toi. Donc, je voudrais maintenant aborder ton leadership. Donc, étant que président directeur général d'Edera, il y a beaucoup de choses que ce que vous faites. En tant que dirigeant de l'un des plus grands protocoles au monde qui apporte toute cette innovation, quels sont tes objectifs et où vois-tu l'entreprise dans un an? Et aussi, probablement, certains des projets là, que tu souhaites mettre en avant, pas seulement les études de cas, mais des projets qui te tiennent à cœur, à toi et à ton organisation. J'ai donc un objectif à long terme qui est de faire de Hedera la couche de confiance du monde des affaires. Aujourd'hui, nous utilisons des exemples pour montrer comment appliquer cela à la tokenisation des services financiers, à la chaîne d'approvisionnement et à l'identité. De nombreuses raisons justifient cela. Une stratégie à long terme doit forcément débuter quelque part, et donc, pour les prochains mois, nous allons nous concentrer sur 4 sujets très spécifiques. Et nous développons des produits supplémentaires sur Hedera afin que nos clients et toute personne puissent utiliser Hedera très rapidement et très facilement. Ces 4 sujets sont l'intelligence artificielle. Nous avons évoqué nos activités avec Equity Lab où nous investissons actuellement beaucoup de temps et d'énergie. Le second point, c'est la tokenisation en général, notamment celle des actifs mentionnés. Le stablecoin est le troisième, et le dernier, c'est la durabilité. Et la durabilité est une façon unique d'utiliser un ensemble de technologies que nous avons chez Hedera, spécifiquement pour le marché du carbone lié à la durabilité. Donc par exemple, nous avons une solution avec Hyundai et Kia. Et ce projet consiste à construire une plateforme où nous avons connecté Hyundai et Kia, ainsi que 26 de leurs principaux fournisseurs, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'il y a un événement dans la chaîne d'approvisionnement pour la construction d'une voiture, que ce soit la production d'une pièce, l'assemblage, le transport, toute activité générant une empreinte carbone, nous capturons cela en temps réel sur Hedera, n'est-ce pas? Chaque événement, nous le capturons. Et à la fin de la chaîne, pas la blockchain, à la fin de la chaîne d'approvisionnement, quand la voiture sort, nous obtenons un chiffre exact de l'empreinte carbone de cette voiture spécifique. En tant qu'acheteur, vous pouvez aussi acheter des crédits carbone pour compenser l'empreinte de la voiture. Et cela vous donne un exemple très, très concret de ce que nous faisons dans le monde de la chaîne d'approvisionnement pour la durabilité. J'adore cet exemple parce que pour moi, la durabilité est importante sur le long terme. Nous devons continuer à développer des solutions qui sont durables.
Et l'autre chose qui m'enthousiasme, c'est que nous ne sommes pas allés voir Hyundai et Kia pour leur dire que ce qu'ils faisaient était mauvais. Ce que nous leur avons dit, c'est que ce qu'ils font est bien et que nous pouvons faire quelque chose d'encore mieux au sommet de leur chaîne d'approvisionnement, ce qui leur donne cette valeur ajoutée qu'ils peuvent réellement vendre à leurs clients. Lorsque ceux-ci sont sensibles à la durabilité ou souhaitent soutenir l'environnement, ils peuvent effectivement acheter une Hyundai ou une Kia plutôt qu'une autre voiture parce que vous avez cette capacité. Donc, j'aime vraiment ce concept de soutenir la planète, de soutenir une entité ou une entreprise, et bien sûr de soutenir Edera en même temps. J'y suis revenu brièvement, mais ce sont les 4 sujets auxquels nous consacrons notre temps et énergie. J'ai déjà mentionné que nous avons aujourd'hui le studio, Wikidata Studio, qui sont les 4 thèmes que nous développons de logiciels. Notre stratégie est d'aller encore plus loin que cela et de créer un véritable produit véritable, c'est-à-dire que nous facturerions le marché pour consommer un produit entièrement basé sur Edera. Et c'est sur cela que nous nous concentrons pour 2026, c'est-à-dire développer des produits supplémentaires. Ouais, c'est impressionnant. J'aime votre vision. C'est beaucoup de travail à faire parce que je dirais que nous appartenons, ou en fait nous sommes sur la voie d'une sorte de fracture numérique, en particulier une fracture de l'intelligence artificielle. Donc il y a beaucoup de travail à faire dans cette direction. En parlant de cela, il y a un article en particulier sur lequel vous avez récemment élaboré. Il y avait sur CoinDesk un article de vous intitulé L'ère agentique a besoin d'un réseau. C'est sans doute lié à votre vision, comme vous l'avez dit plus tôt. Je souhaite le mettre en avant et commencer par cela, mais j'aimerais que vous développiez. À mesure que vous allez au-delà de l'automatisation de base, nous avons besoin de systèmes fondés sur très peu de fonctionnalités et une grande responsabilité. Et c'est aussi pour moi l'un de mes principaux axes, parce qu'en ce moment, pour nos enfants, pour nous, si vous n'avez pas l'informatique et le numérique, nous avons les deepfakes, nous avons beaucoup de défis qui arrivent avec l'intelligence artificielle. Or, j'essaie d'évoquer la fracture de l'intelligence artificielle et la fracture numérique. De plus, si vous faites affaire avec une entreprise étrangère qui ignore où se trouve son identité, cela peut poser de graves problèmes. Il y a de nombreuses opportunités et risques. Je souhaite en parler. Ceci aussi a été publié pour les personnes qui nous écoutent. Vous avez mis un lien. C'était le 4 septembre 2025, donc très récemment pour ceux qui nous écoutent en direct. Et j'aimerais entendre votre avis à ce sujet. Oui. Merci pour la question et la référence. En général, quand je pense à la blockchain et à l'intelligence artificielle, je pense à 3 niveaux différents d'opportunités. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, lorsque nous consommons des solutions d'intelligence artificielle, nous faisons confiance à une seule entreprise pour nous fournir cette intelligence artificielle, que ce soit OpenAI, Google Gemini, DeepSeek. Cela peut être beaucoup d'entreprises, n'est-ce pas? En réalité, nous ne savons pas comment ces entreprises fonctionnent et elles pourraient disparaître demain, n'est-ce pas? Elles sont très bien financées, comme nous le savons tous. Donc il n'y a aucune chance qu'elles disparaissent à court terme, mais tout cela me met mal à l'aise parce que je veux m'assurer que tout ce que je fais avec cette intelligence artificielle, je pourrai continuer à l'utiliser à l'avenir, même si l'entreprise qui exploite ce modèle n'est plus en activité. Comment faites-vous cela? Vous utilisez des technologies décentralisées, non? Et vous dites, nous devons imposer une solution décentralisée pour que mon interaction avec l'intelligence artificielle reste disponible pour moi, peu importe ce qui arrive aux entreprises qui exploitent les intelligences artificielles aujourd'hui. Et cette technologie de décentralisation. Donc c'est la première couche qui est intéressante. La deuxième couche, c'est un peu ce dont nous avons parlé à propos d'Equity Lab tout à l'heure, c'est comment ancrer la chaîne d'approvisionnement de l'intelligence artificielle sur Edera. Comment utiliser Edera comme couche de confiance pour l'intelligence artificielle? Auditabilité, responsabilité, capacité à faire confiance au fait que votre intelligence artificielle vous donne la bonne réponse. Toutes ces choses peuvent être réalisées, mais il faut ancrer l'intelligence artificielle dans une blockchain. C'est le deuxième point. Et le troisième, c'est l'intelligence artificielle adjointe. Et je pense au scénario. Alors, le scénario, c'est que je dois envoyer de l'argent à quelqu'un, mais je veux envoyer cet argent seulement si quelque chose se produit. Donc je vais dire à mon agent intelligence artificielle,
Envoie de l'argent à Denise seulement si quelque chose se produit et fais-le 24 heures sur 24, surveille simplement l'activité. Je n'ai pas besoin d'être informé ni de valider, je t'ai juste dit de le faire, non? Et puis ton agent va recevoir ça dès que cela se produit et continuer à fonctionner. Ils ont besoin d'un moyen d'échanger de la valeur, non? Ils ont besoin d'une couche de transaction à laquelle nous, vous et moi, pouvons faire confiance. Et c'est encore une fois une blockchain, n'est-ce pas? Donc la couche de confiance des paiements pour les agents sera aujourd'hui une blockchain. Et donc, j'utilise ce modèle parce que je pense que vous avez des discussions très différentes selon la couche de la pile dont vous parlez. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est très important parce qu'en ce moment, je crois que les chiffres tournent autour de 50 milliards d'agents intelligence artificielle, mais je pense qu'il y en a probablement plus. On va probablement atteindre 1000 milliards très rapidement. Et aussi, beaucoup de ces agents intelligence artificielle ont une sorte de capacité de sensibilité basique. Cela dépend de la définition de la sensibilité ou de la capacité. Donc, comme tu l'as dit, nous allons avoir beaucoup de défis avec les humains, mais pas seulement avec les humains. Et aussi, comme tu l'as dit, je pense que pour moi, le plus grand défi auquel nous sommes confrontés en tant que civilisation, c'est de savoir comment nous allons assembler tout cela d'une manière qui donne du pouvoir aux humains, car il y a aussi un grand défi actuellement. Comme tu l'as mentionné, par exemple, tu es en Occident et bien sûr, il y a beaucoup de problèmes lorsqu'il s'agit d'une intelligence artificielle qui collecte des données. Par exemple, Reddit est probablement la plus grande source de données pour la plupart des larges language models d'intelligence artificielle. Près de 40% des données viennent de Reddit, mais il y a aussi bien d'autres sources. Alors, comment pouvons-nous établir la provenance de ces données et comment pouvons-nous assurer la provenance de notre entreprise? Je pense donc que c'est l'un des plus grands défis. Donc, pour en venir à cela, vous avez une vision de créer une base sécurisée et interopérable pour l'intelligence artificielle agentique. Mais le défi ici, c'est comme vous l'avez dit, et j'aime votre analogie. Bien sûr, si vous regardez le classement Fortune 500, beaucoup des entreprises en font partie. De nombreuses entreprises présentes il y a 50 ans ont disparu, d'autres sont apparues. Nous avons des entreprises. OpenAI est un exemple fascinant. En 10 ans, sa valorisation dépasse 500 milliards de dollars plus que la plupart des économies mondiales et elle continue de croître. Mais bien sûr, ces valorisations montent et descendent, comme vous le voyez avec NVI, DIA et ainsi de suite. Donc, d'après votre expérience dans la création de cet écosystème avec certaines des plus grandes marques du monde, et vous avez International Business Machines, vous avez Google, deux des plus grandes, mais aussi beaucoup de banques. Comment instaurer ce climat de confiance? Car l'un des principaux défis de la blockchain et de la crypto est la confiance et la création de produits qui résolvent vraiment des problèmes. Parce que je pense qu'il n'y a que deux vrais produits qui sont devenus grand public. L'un de ces produits, c'est la crypto. L'autre concerne les actifs numériques, donc l'ingénierie derrière les smart contracts et ce dont nous discutons ici. Mais comment instaurer cette confiance à la fois dans le monde des affaires, selon votre vision, et auprès des consommateurs, pour que tous puissent avoir confiance? Oui. Donc j'aime cette question sur la confiance. Pour moi, la crypto n'est pas un produit, mais un moyen d'atteindre un objectif. Donc tu as besoin de crypto parce que tu dois échanger de la valeur, parce que tu dois staker pour fournir de la sécurité à un réseau de staking. La crypto est presque une technologie dans ce contexte, tu vois. Là, c'est un moyen d'accomplir quelque chose. Cela peut instaurer la confiance ou l'inverse selon l'utilisation. Mais c'est pour ça que je pense qu'on doit toujours avoir cette discussion plus large. C'est-à-dire que la crypto et les technologies de registre distribués ensemble, pas opposés, mais ensemble, créent une opportunité pour nous de recréer un environnement où on peut se faire confiance les uns aux autres, faire confiance aux agents qui travaillent pour nous, faire confiance aux appareils qu'on va porter ou utiliser. Ça va être vraiment, vraiment important. Donc l'opportunité pour nous de rétablir la confiance dans un monde où, je pense, on en a beaucoup perdu avec les réseaux sociaux et aussi avec l'intelligence artificielle. Comment recrée-t-on cela? Comment revenir à un monde où la confiance devient une valeur importante pour chacun d'entre nous? Je pense que blockchain, technologie de registre distribué et crypto ont ensemble une opportunité à saisir. Comment cela se traduit-il au quotidien? C'est parfois très difficile à comprendre.
La façon dont je l'imagine, c'est que j'aurai un téléphone, j'aurai un appareil avec lequel j'interagis et j'aurai la possibilité de vérifier l'authenticité d'une activité, d'un paiement, d'un objet numérique, en ayant une application spéciale ou une fonctionnalité spéciale sur mon téléphone, sur ma montre, sur mon ordinateur, pour pouvoir reconnaître l'authenticité de cette activité. Je pense que parfois vous verrez une coche verte indiquant approuvé pour vous, Eric. Pour moi, j'aurais la certitude que cette transaction ou que cet événement ou que cet actif est authentique. Et je pense que ça arrive. Ça va arriver dans les prochaines années. C'est donc un moyen de le faire et de générer de la confiance. Oui, c'est la plus importante, la clé selon moi. Donc, l'une des choses dont nous avons discuté dans l'industrie, et tu en as un peu parlé, mais je veux aller plus loin, c'est la promesse du Web 3. D'accord, le Web 3 aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui possède de nombreuses couches et fonctions. Pour le Web 3, il s'agit d'un protocole d'identité pour toutes nos activités en ligne, et c'est en partie ce que vous avez fait avec Hgraph et avec l'algorithme de consensus. Donc, selon votre vision, et vous avez beaucoup de produits qui touchent à cela, quelle est, selon vous, la définition du Web 3 dans le contexte d'Hgraph? Parce qu'il existe de nombreuses variantes et on pourrait passer des heures à discuter de la façon dont on définit le Web 3, mais aussi comment vous intégrez l'écosystème Web 3 dans un contexte plus large. Et vous touchez à de nombreux secteurs sur lesquels nous travaillons, mais aussi au contexte du Web 3 en tant que système intégré, parce qu'au final, nous parlons de systèmes technologiques de très haut niveau et pour un utilisateur, il veut simplement cliquer sur un bouton, obtenir son produit et s'assurer qu'il a la confiance dont vous venez de parler. Oui, je pense que la définition du Web 3 restera toujours débattue. J'aime bien ce que Chris Dixon a proposé, à savoir l'économie de la propriété, l'activation, la mise en place de l'économie de la propriété. Donc, si on regarde en arrière, on peut dire que le Web 1 était notre capacité à partager des informations en temps réel à travers le monde. Et nous lisions ces informations. Donc, nous lisions un site Web, nous lisions Wikipédia, nous consommions de l'information. C'était le Web 1. Le Web 2, c'est lorsque nous écrivions des informations, notamment sur les réseaux sociaux, nous partagions avec des amis, nous contribuions au blog. C'est là que toutes les plateformes de réseaux sociaux ont commencé. Parce que maintenant, nous avons, en tant qu'individus, non seulement la capacité de lire, mais aussi celle d'écrire. Et le Web 3 est la prochaine évolution de cela, basée sur les deux premières. C'est la capacité de posséder quelque chose, d'en avoir le contrôle et de décider comment vous allez partager, consommer ou participer avec cette chose que vous possédez. Je vais vous donner un exemple sur lequel nous avons travaillé lorsque j'étais chez International Business Machines et sur lequel nous travaillons maintenant avec Edera. La possibilité, surtout si vous vivez aux États-Unis où vous avez un ensemble très diversifié de médecins, d'infirmières, d'hôpitaux et de spécialistes qui travaillent avec vous pour vous aider à aller mieux ou à améliorer votre bien-être, vous recevez beaucoup d'informations fragmentées entre tous ces intervenants. Et il n'y a personne qui agrège réellement ces informations et qui soit capable de vous donner votre historique médical en un seul endroit. Ça n'existe pas. Selon nous, cela devrait exister et vous devriez vraiment posséder ces informations, n'est-ce pas? Donc la propriété devrait vous appartenir. Je devrais posséder mon historique médical, mes données médicales, mes résultats de laboratoire. Tout cela devrait m'appartenir. Je devrais avoir ça sur mon téléphone. Je devrais décider quoi faire de ces informations, quand, avec qui et combien de temps les partager. Cela est possible grâce aux technologies blockchain. C'est un bon exemple de ce que le Web 3 peut apporter en dehors des services financiers. Va permettre la propriété de vos propres données. Et maintenant, vous contrôlez ces données, n'est-ce pas? Vous n'êtes plus le produit, parce que c'est ce qu'était le Web 2. Vous deveniez un produit, n'est-ce pas? Nous l'avons répété plusieurs fois. Et maintenant, vous contrôlez réellement votre propre identité, vos propres actifs, que ce soit des données médicales ou financières, et vous contrôlez vos propres moyens de paiement et vos propres interactions. C'est très Web 3. Ouais, donc je veux toucher à ça, d'accord.
Je suis tout à fait d'accord avec ta vision, mais en approfondissant, tu as évoqué le défi que représente la santé. En fait, j'ai moi-même développé un outil numérique pour contrôler mes propres données parce qu'il est temps que j'aille, comme tu l'as dit, à un hôpital. J'ai d'abord le défi que chaque service, même au sein du même hôpital, ne communique pas. Ils n'ont pas de contrôle, même au sein du même service de l'hôpital. Cela devient très confus parce que si vous avez un médecin qui a une expertise dans un domaine, il ne communique pas avec l'autre médecin. Il y a d'autres personnes, des documents qui se perdent, des analyses que vous faites et dont ils ne font même pas le suivi. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais ensuite, eh ben, il y a tous les cas comme les données d'assurance, la confidentialité des données, la protection des données, toutes ces choses différentes. Donc, en tant que personne qui a travaillé chez International Business Machines, précisément dans ce qu'est un ELF et qui dirige maintenant des partenariats avec certaines des plus grandes entreprises du monde. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Je ne parle pas uniquement de technologie, car pour moi, ce n'est pas un problème technologique, mais plutôt un enjeu de réunir les gens, discuter des problèmes et les résoudre. J'aimerais connaître votre point de vue en tant que président directeur général et leader pragmatique face à ce défi. Oui, je pense que la technologie est la partie facile maintenant. Ce n'était pas le cas au début, mais maintenant, ça l'est. Nous avons la technologie, il n'y a plus d'excuses. Nous avons la technologie pour construire ce que nous voulons faire. Nous avons trois choses à surmonter. La première, c'est l'environnement réglementaire. Il y a beaucoup de limitations aujourd'hui, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Pour que cette vision où vous contrôlez vos propres données devienne une réalité, que ce soit la réglementation financière ou la santé. La réglementation, c'est un élément crucial que nous devons continuer à améliorer. De nombreuses mesures ont été prises récemment, rien que ces 2 dernières années, en Europe et aux États-Unis. On voit les régimes réglementaires évoluer pour permettre cette vision à long terme de la propriété individuelle, ce que je trouve vraiment important. Donc la réglementation, c'est le point numéro un. Le deuxième point, ce sont les modèles économiques. Il y a un nombre important d'entreprises qui reposent sur le fait que vous ne possédez pas vos propres données. Par exemple, dans le secteur de la santé, il existe des entreprises peu connues du public qui gagnent beaucoup d'argent en vendant des données à d'autres sociétés, car ces dernières ne sont pas capables d'agréger l'information elles-mêmes. Ou dans le monde des réseaux sociaux, il y a des entreprises qui vendent l'ensemble des données sur Eric à d'autres sociétés pour que je reçoive la bonne publicité au bon moment. Donc la vente de ces informations, d'informations privées, d'informations personnelles, c'est un énorme business. Il faut arrêter cela. Il faut vraiment trouver un moyen d'y mettre fin parce que c'est vous qui devriez contrôler vos données, pas un intermédiaire. Il y a donc beaucoup de changements à opérer au niveau des modèles économiques. Et puis le dernier point, qui est probablement le plus grand défi à relever, c'est l'éducation. C'est important parce que si vous demandez à 100 personnes autour de vous aujourd'hui et que vous leur dites, on va vous donner la possibilité de contrôler vos propres données, vos données médicales, restons sur les données médicales un instant, toutes vos données de santé, vos informations médicales, votre bien-être, tout cela sera sous votre contrôle et c'est vous qui déciderez quoi faire, quand le faire, avec qui le faire. Êtes-vous à l'aise avec ça? Je peux vous dire que probablement plus de la moitié vont répondre non, parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose, peur d'égarer une information, peur de toucher à l'information et d'en altérer l'intégrité, et que la décision prise par quelqu'un d'autre sera la mauvaise. Il y a donc beaucoup d'éducation à faire pour que les gens se sentent à l'aise avec la gestion de ces informations. Et je pense qu'il faut s'en souvenir, il faut se rappeler que l'un des freins au changement, c'est le comportement individuel, le parcours individuel, l'ensemble des valeurs individuelles, et il faut dépasser cela si on veut y arriver. Donc, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas la technologie, ce sont beaucoup d'autres choses. Vous avez très bien abordé le sujet et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Le défi, c'est que si on ne règle pas ce problème, on va créer une société dystopique. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Et j'aime que vous ayez parlé de l'éducation. C'est l'une de mes passions. C'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne. Je sais qu'Asgraph fait un énorme travail et apporte beaucoup à l'éducation.
Pouvez-vous développer ce point? Parce que je sais que vous avez beaucoup d'initiatives dans le domaine de l'éducation. On peut le voir sur le site web, mais je pense que pour les personnes qui ne sont pas très familières, ce serait bien d'avoir un peu de contexte sur le travail que vous faites dans l'éducation. Je ne suis pas sûr de me souvenir de tout, mais nous collaborons avec de nombreuses universités, par exemple pour soutenir leurs activités, pour développer de nouveaux produits avec eux, pour collaborer avec leurs étudiants afin de les aider à développer sur la plateforme Hedera euh, et construire, vous savez, des solutions vraiment significatives. Nous avons, je pense, probablement maintenant un hackathon toutes les 2 semaines, quelque part dans le monde. C'est à quel point nous sommes actifs avec, vous savez, toute la communauté des développeurs et beaucoup d'entre eux sont des étudiants d'université et de collège qui participent. Donc c'est vraiment intéressant. C'est une partie de ce que nous faisons avec l'éducation. Nous passons beaucoup de temps à éduquer le marché sur l'avenir des technologies Web3, technologies de registres distribués Hedera. Eliman Baird, notre cofondateur, il consacre beaucoup d'énergie et il a une passion pour cela, n'est-ce pas? Et il partage ses connaissances avec le reste du monde. Oui, je suis sûr que vous pouvez le trouver en ligne et il est contagieux quand il s'agit de partager ses connaissances. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Je ne suis pas sûr. Je suis sûr que j'oublie beaucoup de choses que nous faisons dans l'éducation, mais ce sont les choses qui me viennent à l'esprit. Pas de souci, je vous remercie. Nous mettrons les liens. Il y a beaucoup de choses fantastiques. Donc, je sais que je suis en train de prendre la main. Il me reste encore 2 questions, si cela vous convient. Donc, l'une des choses que j'ai faites en préparant cet entretien, c'est que je suis allé voir et j'ai vu beaucoup de statistiques fantastiques que vous avez. Et nous avons abordé beaucoup d'études de cas et le travail que vous allez faire, ainsi que les transactions sur le réseau, les frais de transaction, l'efficacité du consensus Hashgraph et il y a beaucoup de choses différentes que vous faites. Donc, l'un des points que je voudrais aborder, c'est le travail en termes d'activité des développeurs que vous avez mené, la construction, la quantification directe de l'activité des développeurs, ainsi que l'introduction de HIP 1084 qui active le développement au niveau du protocole. Donc, et une partie de cela, c'est le travail que nous avons mené avec des entreprises comme Google, International Business Machines, BOE et d'autres, avec un développement et des investissements au niveau des grandes entreprises. Pouvez-vous développer un peu là-dessus? Parce que je pense que l'une des choses dont on ne parle pas assez, c'est le travail de développement sur la blockchain et les protocoles comme Hashgraph. Et c'est vraiment un effort mondial de la part des entreprises, des sociétés, pour construire des logiciels qui peuvent réellement résoudre tous les problèmes que nous avons mentionnés au niveau macro. Oui, je pense que c'est pour cela que l'année dernière, nous avons contribué l'ensemble du code source de Hedera à la Fondation Linux dans le cadre du projet de confiance décentralisé Hero de la Fondation Linux. Quand nous avons fait cela, c'était la reconnaissance et l'engagement envers la communauté des développeurs en disant que nous voulons fonctionner selon l'éthique open source, parce que nous voulons nous assurer que tout le monde soit au courant de cette technologie qui est, encore une fois, incroyable. Enfin, tout le monde travaille sur ces technologies pour créer un véritable impact et chacun contribue à améliorer cette technologie, n'est-ce pas? Même si nous avons ici des personnes très intelligentes, nous savons que le monde est très vaste et que nous avons besoin de plus de cerveaux pour travailler à l'amélioration de ces technologies. Donc, le HIP que vous avez mentionné, HIP qui signifie Hedera Improvement Proposal, est un mécanisme que nous avons mis en place il y a longtemps, en fait pas l'année dernière, mais il y a longtemps, et c'est un mécanisme pour recevoir des propositions d'amélioration, n'est-ce pas? Des propositions d'amélioration pour rendre le réseau meilleur, que ce soit pour rendre les smart contracts meilleurs ou plus intelligents, ou pour changer la nature des activités de transaction, ou pour créer de nouveaux services, ou encore pour améliorer la conformité avec les standards de tokenisation. Il y a beaucoup d'activités. Je pense que nous avons un pipeline de plus de, vous savez, 50 HIP et c'est en fait disponible sur le site web de Hero. Donc vous pouvez voir toute l'activité des développeurs et toutes les améliorations qui arrivent sur le réseau pour le rendre encore plus rapide, meilleur et plus impactant pour le monde, vraiment.
je pense que c'est un engagement très important envers les développeurs. Non, c'est fantastique. Donc, l'une des dernières questions que j'ai, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure et vous avez mis des liens vers toutes les références que vous avez faites jusqu'à présent. Donc, l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés est définitivement la consommation d'énergie. C'est drôle parce que j'ai des personnes dans notre équipe qui sont basées en Afrique et, par exemple, l'un d'eux aujourd'hui était sans électricité. Donc, il a dû aller dans une autre partie de la ville pour en avoir. Mais quand il s'agit à la fois de la blockchain et de l'intelligence artificielle, la consommation d'électricité est stupéfiante et l'intelligence artificielle, c'est encore pire. Donc, je sais que l'une des choses que vous avez mentionnées au début, c'était l'accent mis sur la durabilité et le travail autour de solutions durables. Pouvez-vous développer comment vous voyez la résolution de ce problème? Je sais parce que c'est un gros problème, pour ne pas dire moins, mais aussi comment nous pouvons être intelligents pour atteindre un niveau qui, d'abord, ne nous rend pas encore plus dépendants du défi que nous avons autour des données et ne crée pas de risques potentiels supplémentaires. Et il y a beaucoup de risques, en fait. Donc, un peu sur votre travail et aussi quelles solutions vous voyez. J'aime toujours voir le problème et la solution. Eh bien, je pense que la première chose, c'est que le réseau lui-même, parce qu'il utilise un mécanisme de consensus par preuve d'enjeu, ne nécessite pas une énorme quantité d'énergie pour créer le consensus. Il est en fait extrêmement efficace. C'est pourquoi nous pouvons facturer des frais de transaction très faibles, comme je l'ai mentionné plus tôt, parce que le réseau est très efficace. Donc, nous consommons beaucoup moins d'énergie que, par exemple, lorsque vous payez avec votre carte. En tant que commerçant, par exemple, le coût de cela du point de vue de l'électricité, si je me souviens bien, est 20 fois plus élevé qu'une transaction sur le réseau d'ERA. Donc, nous consommons très peu d'électricité pour les besoins du réseau et la petite énergie que nous consommons, nous achetons en fait des crédits carbone chaque année pour compenser cela. Donc, nous sommes très verts. C'est un engagement depuis le tout début et nous continuons à nous engager pour la durabilité. Ensuite, nous nous engageons à construire des solutions qui soutiennent la durabilité, comme je l'ai mentionné plus tôt avec Hyundai et Kia. Nous avons une communauté importante de développeurs axés sur la durabilité dans le cadre d'un projet appelé Guardian, un projet open source, et encore une fois, de nombreux contributeurs différents à ce projet. Ils construisent des plateformes, des solutions et des intégrations pour des solutions de durabilité, que ce soit la conformité à différentes normes, que ce soit un échange de crédits carbone, que ce soit la solution que j'ai évoquée plus tôt à propos de Hyundai et Kia. Donc, c'est le deuxième aspect de ce que nous faisons pour la durabilité. Et je pense que peut-être le dernier aspect, c'est que en tant que partie de notre engagement les uns envers les autres, nous avons une culture au sein de l'entreprise pour être aussi durable que possible. Donc, nous accordons beaucoup d'attention à la durabilité en tant qu'entreprise parce que nous pensons tous que c'est important. Il y a donc beaucoup de façons différentes de penser à cela ou de penser à la durabilité. Donc, j'invite les développeurs qui écoutent ce podcast à aller en apprendre davantage sur ce que nous faisons dans le cadre du projet Guardian, parce que c'est un ensemble de fonctionnalités très uniques que nous avons. Merci, c'est une réponse fantastique et je pense que j'aime le fait que vous, en tant qu'organisation, ayez été très direct dans la résolution de ce problème parce que je pense que nous devons le résoudre, sinon nous aurons un problème bien plus grand. Donc, en regardant vers l'avenir, quelles sont les évolutions les plus passionnantes dans le domaine de la blockchain et du Web3 qui, selon vous, vont façonner les 3 à 5 prochaines années? Je dirais que c'est intéressant parce que il y a quelques semaines, j'aurais eu une réponse différente de celle d'aujourd'hui. Je pense que les stablecoins sont un sujet important, même si je ne sais pas vraiment pourquoi on les appelle stablecoins, mais oui, les stablecoins. Donc, la capacité d'échanger de la valeur indexée sur une monnaie fiduciaire, que ce soit le dollar, l'euro ou une autre devise, en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 entre particuliers, soutenus par les banques et les régulateurs, ou non, parce que ce n'est pas le cas pour la plupart des stablecoins. Aujourd'hui, ils ne sont pas soutenus par les banques.
et les régulateurs, mais ça arrive. On le voit en Europe. En particulier, je pense que le stablecoin est très intéressant. Je pense que cela va vraiment changer notre façon de penser l'échange de valeurs à l'avenir, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'organisation. Parfois, on parle de dépôts tokenisés, d'actifs tokenisés ou de monnaie numérique de banque centrale, mais pour moi, c'est le même ensemble de choses passionnantes, la tokenisation de la monnaie. Je pense que le deuxième point qui est vraiment intéressant, c'est ce dont nous avons parlé plus tôt, la tokenisation de tout. Je pense que dans 3 à 5 ans, si vous avez un actif dans le monde et que cet actif n'est pas tokenisé, les gens vont se moquer de vous, ils vont dire « Quoi, ton actif n'est pas tokenisé, qu'est-ce que tu veux dire ?» Je pense que cela va arriver plus vite qu'on ne le pense. J'irais même jusqu'à dire qu'un actif tokenisé vaudra plus cher parce qu'il est tokenisé par rapport à un actif qui ne l'est pas. Des actifs très similaires, mais des prix très différents parce que l'un est tokenisé et l'autre non. Parce que l'actif tokenisé sera plus liquide, on pourra investir dedans beaucoup plus rapidement, etc. Donc la tokenisation, c'est le deuxième point. Je pense que le troisième point, c'est qu'on va continuer à voir une fragmentation du marché. Chaque semaine, il y a un nouveau projet. Chaque semaine, il y a un nouveau Layer 1, un Layer 2, une nouvelle plateforme de tokenisation. Mais la fragmentation, c'est une bonne chose. La fragmentation est un signe d'innovation. Quand il y a de l'innovation, il y a une fragmentation du marché. Il n'y a pas de consolidation, il n'y a pas d'agrégation. Il y a beaucoup de gens très enthousiastes à propos de la technologie qui construisent partout, dans tous les coins de la planète, et c'est bien. C'est comme ça qu'on va générer la prochaine grande innovation. Donc on peut continuer comme ça et peut-être dans 5 ans commencer le début de la consolidation, qui est l'étape suivante de l'innovation. Je pense que cela va arriver dans 3 à 5 ans, le début de cette agrégation. Mais j'adore la phase de fragmentation de l'innovation parce que c'est excitant. On voit beaucoup de gens construire plein de choses différentes partout dans le monde. Non, j'adore ça et j'aime la façon dont tu l'as formulé parce que c'est très direct. Tu as raison. Si on n'a pas cette fragmentation et ce défi, on n'a pas d'innovation, c'est l'un des points les plus importants. Donc, dernière question, je veux respecter ton temps. Moi, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et on touche aussi bien des jeunes professionnels que des entrepreneurs, ainsi que beaucoup de personnes qui ont un certain niveau de connaissance et d'autres qui en ont beaucoup. On parle de blockchain, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'éducation, on parle de santé. Il y a beaucoup d'opportunités aussi si on s'investit là-dedans. Donc, en tant que quelqu'un qui est passé par beaucoup de grandes entreprises, qui a changé de rôle et qui est passé de grandes entreprises à des entreprises beaucoup plus décentralisées, quelles seraient les compétences sur lesquelles tu penses que les jeunes devraient se concentrer, surtout ceux qui, par exemple, une des questions que j'ai reçues de beaucoup de gens, même dans mon équipe, c'est des personnes qui deviennent cyniques à cause de l'intelligence artificielle, qui ne croient plus en la société, et des personnes qui deviennent même très anti-technologie. Donc, je veux aborder ce sujet, et parfois ça vient de toutes les directions. Je suis sûr que toi aussi, tu es très conscient socialement. Donc, comment vois-tu ces choses évoluer à l'avenir? Je pense que je vais peut-être revenir à mon père. Mon père était très curieux et je me souviens qu'on était assis autour de la table quand on était enfant et il posait toujours des questions. Il posait des questions sur n'importe quel sujet, n'importe quoi, et je pense que ça a continué à être mon parcours. Tu sais, je continue à poser des questions et à remettre en question ce que je ne comprends pas, à remettre en question le statu quo, à apprendre plus. On a parlé de mon parcours d'apprentissage qui ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? Poser des questions juste pour le plaisir de poser des questions. Mon père serait probablement très bon aujourd'hui pour créer des prompts pour ChatGPT. Il serait vraiment doué pour ça. Mais je pense que ça va devenir une capacité humaine très importante, la capacité de poser les bonnes questions. Donc je dirais, tu sais, je ne passerai pas trop de temps. C'est bizarre ce que je vais dire, mais je ne passerai pas trop de temps à apprendre de nouvelles choses. Je passerai plus de temps à apprendre comment poser les bonnes questions, parce que pour moi, c'est ça l'avenir de l'humanité. Poser les bonnes questions pour arriver au bon résultat. Donc, c'est une façon très générale de répondre à ta question. Je ne vais pas te dire d'aller à l'école quelque part, tu vois, mais je pense que c'est vraiment la base
de ce que nous devons continuer à être en tant qu'humains. Notre capacité à être critique, à avoir une pensée critique, à poser les bonnes questions, à remettre en question l'environnement dans lequel on vit et à faire des liens entre les choses. Parce que même si l'intelligence artificielle est très forte dans beaucoup de domaines, je pense que la capacité de notre cerveau et de nous-mêmes à créer des connexions intellectuelles, physiques, sociales, je pense que ça restera quelque chose de très humain à faire. Et je ne suis pas sûr qu'on verra des intelligences artificielles avec cette capacité à connecter les choses. Mais bref, c'est ce que je dirais. Continue à poser des questions. Ah, fantastique, j'adore ça. J'adore ça et je dis toujours à mon équipe de poser des questions. Et pour moi, chaque problème a sa question et sa réponse. Eric, poser la bonne question a été un honneur de t'accueillir ici. Je pense qu'on approche d'une heure. Moi, j'ai encore beaucoup de questions, mais je vais te laisser partir. Je suis sûr que tu as un agenda très chargé. Nous mettrons tous les liens vers The Graph. Il y a beaucoup de développement à venir, beaucoup d'événements, mais c'est l'une des plateformes les plus dynamiques. Même pour moi ici, tu as très bien expliqué. Nous mettrons aussi quelques articles que j'aime, notamment un article fantastique sur les statistiques de The Graph que notre équipe est en train de rassembler autour de toutes les choses fantastiques de ton écosystème qui sont peut-être moins connues, mais pour les gens dans les tokens, c'est assez connu parce que c'est dans le top 17 ou 18 mondial. Donc, félicitations, Eric. Je te souhaite beaucoup de succès et merci d'avoir été ici et d'être aussi inspirant. Oui, merci. Merci de m'avoir invité. J'ai apprécié la discussion et j'espère qu'on pourra peut-être se rencontrer en personne un jour quelque part. Oui, nous le ferons certainement. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à partager vos réflexions, questions ou un sujet que vous souhaitez voir la prochaine fois dans la section des commentaires. Mon équipe et moi lisons tout et nous adapterons nos prochaines vidéos en fonction de vos retours. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. D'ici là, restez en bonne santé et bien informés.